16h dans tous les bureaux de la mairie Cotonou. À 16h, vous avez rendez-vous avec Actu et Débat sur Radio Cotonou avec nos partenaires du jeudi sur cette émission. Arimi Choubadé et Distel Amoussou, chers invités, bonsoir. Bonsoir Radio Cotonou, bonsoir amis auditeurs et internautes. Arimi Choubadé. Oui, bonsoir tout le monde. Avec vous, nous apprécierons la décision du Conseil des ministres relative à l'organisation du travail des personnes détenues, les différentes suspensions par la HAC suite à sa plénière du mardi dernier, suspension de journaux et de sites d'information en ligne. Nous en parlerons et nous parlerons également de bien d'autres sujets sur le continent et dans le monde. Actu et Débat. À nouveau, bonsoir. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a pris une décision ce 21 janvier 2025. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre et la carte de presse de son directeur de publication retirée. Une sanction justifiée par des manquements répétés aux règles déontologiques et des accusations de récidive. En plus de ce quotidien, le journal Le Patriote a été suspendu ainsi que son site d'information. Plusieurs autres médias en ligne ont écopé d'une suspension jusqu'à nouvel ordre. Suivons d'abord la décision de la HAC relative à l'Audace Info et le journal Le Patriote. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 29-40 du 07 novembre 2019. Considérant que les rapports de suivi déontologique corroborés par les nombreuses plaintes adressées à la HAC ainsi qu'à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias depuis des années caractérisent le quotidien L'Audace Info et ses responsables comme des récidivistes. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Romuald Alengo, directeur de publication et promoteur du quotidien L'Audace Info, est retirée. Il ne doit plus se prévaloir de sa qualité de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du quotidien L'Audace Info s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Vu la note numéro 026-24-BH-SG-DM-SPE-SCS du 28 août 2024 d'autosaisine contre le journal Le Patriote adressé au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vu la lettre numéro 215-PT-BDC-SG-DAJ-SDC-SCML-SCS en date du 16 septembre 2024, adressé au directeur de publication du journal Le Patriote pour l'inviter à une séance d'instruction du dossier de plainte. Considérant que, dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il a écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public le pouvoir ne retournera plus jamais au nord. Considérant par ailleurs que, dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouida et a banalisé l'attaque ou carrément les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. Considérant que, saisi par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour apporter les preuves de ces allégations, le directeur de publication du journal n'a pas pu le faire et s'est lancé dans les digressions confondant la liberté de commentaire et la sacralité des faits. Considérant que le journal Le Patriote, enregistré comme un hebdomadaire, non seulement passe en bi-hebdomadaire sans les formalités requises, mais également paraît illégalement en ligne. Considérant la gravité des faits et la récurrence de telles publications, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du journal Le Patriote s'expose aux sanctions prévues par les tests en vigueur. L'instant, la décision lue par la conseillère Rukiatou Bioffaye.
Distella Moussou, vous avez suivi, la RAC a tapé du poing sur la table. La RAC concernant les journaux suspendus parle surtout de l'Audace Info, de suivi déontologique appuyé de nombreuses plaintes contre le quotidien. C'est cela aussi la régulation. Nous sommes dans une république et donc la cité a des lois. Et je crois que lorsque vous voulez, n'est-ce pas, rouler sur nos antennes ou routes avec un véhicule, le minimum qu'on vous demande, c'est le respect du code de la route et avoir à votre possession votre permis de conduire. Et donc, lorsque vous voulez faire le métier de journaliste, la loi vous impose, n'est-ce pas, certaines réglementations. Vous avez le temps de le faire. Et cette RAC, cette mandature de la RAC, la 7e, je crois, notamment, est venue il y a 6 mois. Et donc, ça veut dire que c'est une situation qui datait de plus de 6 mois derrière. Et lorsqu'on demande donc aux confrères de se conformer et de se mettre à jour, c'est, je crois, de mon point de vue, c'est une manière de les aider aussi à ne pas être des braconniers de l'exercice du métier. Et donc, je crois que c'est à l'honneur de la corporation, c'est à l'honneur de cette institution-là, de ne pas permettre aux autres de nous regarder comme des hors-la-loi qui exercent ce métier-là. Et vivement que les confrères se conforment donc à la législation et retrouvent la plénitude de leur droit d'exercice de cette profession qui est très noble. Paris Choubani, parce que vous voulez, je ne sais pas. Mais vous avez suivi la décision lue par la conseillère Okiatou. Comment l'appréciez-vous? Ah, je suis malade. Je suis malade. Malade de quoi? Que la RAC devienne un tribunal pour les journalistes. J'ai entendu parler de corporation par mon ami tout à l'heure. Un tribunal, c'est-à-dire? Ah oui, une instruction à charge. Il ne s'occupe pas du salaire déjà, il ne s'occupe pas de carrière déjà, mais il s'occupe juste de la sanction. Moi j'ai un problème par rapport à ça. Pour une corporation qui juridiquement n'existe pas, il faut qu'on continue à le dire. La corporation de journalistes dans le privé n'existe pas au Bénin. Les journalistes du privé ne participent pas au dialogue social national, où vous avez tous les travailleurs, tous les acteurs sociaux du Bénin. Et ça, c'est pas une préoccupation. La préoccupation, vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes pas conseiller de la RAC. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une préoccupation. Comment c'est pas une préoccupation? La RAC, c'est une mandature. Et on est toujours comme ça. On était comme ça depuis le lendemain de la conférence. Vous ne savez pas si actuellement ils sont en train de militer de travailler pour ce que vous dites? Mais ce sont allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas de ce que vous défendez là. Je ne défends rien. Vous êtes content de votre situation? Non, je vous écoute. Non, soyons plus pratique. Vous êtes conscient de votre situation? Non, ne prenez pas mon cas. Il ne parle pas de contrat de travail. Il ne parle pas de carrière. Il ne parle pas de retraite. Il ne parle pas de sécurité sociale. Et c'est pas leur prérogative. Non, attendez, je ne les condamne pas. C'est pas leur prérogative. Et ils sont là pour protéger les politiciens des médias. Ce sont des politiciens. La RAC est une institution politique. Politique. Je ne sais pas s'il y a une corporation au Bénin qui est gérée par les politiciens. Sauf, bon, c'est vrai que la corporation n'existe pas. Donc, ce qui sert de corporation ici, c'est la RAC. Et on dit oui, il ne faut pas dire que les gens sont en fait à Ouida. Parce que enfin, il y a eu des décès, il y a eu des tués, des militaires tués. Il ne faut pas dire que les gens sont en fait. Alors que les gens sont en fait. Qui a dit qu'il ne faut pas dire que les gens... Je vous avais suivi, vous avez entendu que ce sont les griefs. Ou bien pas que ça. Non, moi j'ai entendu ça. Vous n'avez pas entendu ça? Moi j'ai entendu, oui, qu'il a dit soit il y a des complicités dans l'armée, soit bon, enfin, les gens sont en fait pendant qu'il y a eu des morts.
Bon, enfin, je ne sais pas, hein, c'est entre autres choses que j'ai entendues. Mais vous ne trouvez pas les griefs contre ces journaux-là pertinents? Non. Quand on parle des plaintes de citoyens contre ces journaux. Moi, je veux bien. Des directeurs de publication qui ont été convoqués devant la commission de l'éthique et qui n'ont pas répondu. La commission de l'éthique, c'est quoi encore? Nous ne sommes pas une église, nous sommes une république. S'il y a problème, allez vous adresser à la justice. Que la justice prononce des sanctions contre les confrères. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, on ne peut pas dire que des politiciens vont juger les journalistes. C'est gênant. C'est l'institution de la HAC qui a un problème. Je vous ai toujours dit que la HAC a un problème. Je ne parle pas des conseillers ou de... C'est pas parce que c'est pas la tête du président et tout. C'est l'institution qui a un problème. Nos impôts, on ne peut pas financer une institution qu'on peut considérer comme un monstre institutionnel, qui n'est pas pouvoir public, judiciaire, qui n'est pas pouvoir législatif, qui n'est pas pouvoir réglementaire, mais qui cumule tout, qui décide de tout cumuler. Il prend des décisions, il prend des sanctions, il prend tout, il fait tout. Et qu'on ne me parle pas de suspension sans délai, enfin, jusqu'à nouvel ordre, il y a un gros problème. Jusqu'à nouvel ordre, oui, le nouvel ordre de cela. On parle d'individus. Mais il y a avant cette sanction des organes qui sont déjà sanctionnés jusqu'à aujourd'hui et qui sont restés fermés, non? Mais c'est ça qu'on vous dit. Une suspension, c'est avec un délai. On vous suspend et on vous donne un mois pour vous régulariser. C'est comme ça. On va dire sans délai. Si on vous dit sans délai, ça va être le cas de Soleil, de Golf, etc. Et on ne s'en sortira jamais. On sait très bien que ce sont des Béninois qui ont essayé de se trouver parce qu'il n'y a pas d'emploi et tout, qui, d'une manière ou d'une autre... Ils se sont frayés un chemin. Voilà, parce qu'ils ont la passion, parce qu'ils ont les compétences. Vous parlez des sites d'information ou même des journaux? C'est pas des sites d'information. Mais TikTok, ce n'est pas un site. Hein? On a suspendu, mais ça veut dire que vous avez votre page, je ne sais pas, Facebook, WhatsApp, et vous faites de la production dessus, et on vous dit que vous êtes un organe de presse. Ça veut dire que bientôt on dira que pour on n'a pas dit qu'il faut un organe de presse. C'est vous qui parlez d'organes en ligne, de sites ou je ne sais pas quoi. Hein? Et médias en ligne, c'est ça, non? Médias en ligne, c'est pas un organe? Enfin, moi, je ne me retrouve plus. Parce que c'est vrai que c'est nouveau, ce thème-là, cette terminologie-là. Vous faites marrer Distel Amoussou. Distel, vous avez envie de placer un mot? Bon, Arimi ne se retrouve plus. Arimi est dans son registre. Non, moi, ce que j'ai à dire, je n'ai pas instruit à nouveau des dossiers connus par la HAC. Je n'ai pas envie de faire du syndicalisme non plus sur ce plateau. Ce que moi, je sais... Le Centre national de sécurité routière ne se demande pas si vous avez du carburant dans votre voiture lorsque vous roulez sur les artères et que vous donnez des coups, des entorses au code de la route. Donc je ne sais pas ce que le plan de salaire des journalistes vient voir dans une invite à se conformer aux tests, aux lois qui existent, à la réglementation. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est d'éviter les confrères, n'est-ce pas, vite, à se hâter le pas. À se mettre à jour. Pour se mettre à jour. Maintenant, si dans leur requête de mise à jour, la HAC joue à la diversion, joue sur le temps. Vous parlez de qui? Vous parlez de sites d'information ou des confrères qui sont en difficulté avec la loi, avec la réglementation qui a été dénoncée par la HAC. C'est d'eux que je parle. Je les invite au mieux à vite se conformer. Maintenant, si ils enclenchent les démarches et qu'il y a des entorses ou qu'ils réunissent les pièces et qu'ils s'adressent à l'institution, que l'institution traîne les savates, bon, on saura quoi dire. Mais dans le cas d'espèce, c'est-à-dire, ils ont été pris à défaut, n'est-ce pas, de la régulation, de la régularité dans l'exercice de la profession. Et ça il n'y a pas de photo, on ne peut pas défendre ça. On ne peut pas défendre ça en parlant de salaire, en parlant de l'inexistence de la profession. Si quelqu'un veut faire du syndicalisme et qu'il s'organise avec ses pairs et qu'il fasse du syndicalisme, oui, la HAC a un tribunal aussi pour les pairs.
c'est dit dans le code d'éthique et de déontologie. Le journaliste, d'ailleurs, c'est dit clairement que le journaliste ne reconnaît que, n'est-ce pas, le tribunal de ses pairs. En le disant, nous n'allons pas réinventer le métier. C'est un métier qui date de longtemps. Moi, Alibi parle de suspension sans délai qui est gênant. Écoutez, c'est une formule classique, oui, et c'est pour ça que je dis que les confrères ont pour obligation, n'est-ce pas, par respect pour leurs auditoires, leurs lecteurs et l'audimat, de se presser, n'est-ce pas, de réunir les pièces demandées, de faire les formalités. Maintenant, si la RAC n'écoute pas son jusqu'à nouvel ordre, on va constater. On va constater, mais à l'heure où nous parlons, là, les confrères dont il est question sont en faute. Et ça, moi, je n'ai pas d'argument pour défendre ça. Je n'ai pas d'argument. J'ai à leur conseiller, n'est-ce pas, de se presser pour mettre, n'est-ce pas, la RAC devant le fait accompli, pour dire voilà, nous sommes maintenant prêts, donnez-nous les autorisations nécessaires pour l'exercice de notre métier. Arimé Choubali, tu sais, la Mousso estime qu'il ne faille pas faire du syndicalisme autour de la question. Il faut que nos confrères se mettent à jour. D'abord, la RAC n'est pas une juridiction des pairs. La RAC n'est pas composée de journalistes. Il y a peut-être des journalistes dedans, au tiers. Les autres sont désignés par la majorité, c'est-à-dire les 2 tiers sont désignés par le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est quoi c'est ça les juridictions des pairs? C'est la loi qui l'a prévu? Non, non. Est-ce que c'est parce que la loi dit ça que c'est juridiction des pairs? Les pairs disent que vos collègues vous jugent. Et donc, dans une institution politique ou à dominance politique, comment peut-on parler de juridiction des pairs? Enfin, je ne sais pas de quoi on parlait. Et puis, je préfère être syndicaliste qu'avocat du diable. C'est un choix. Vous comprenez? Donc, chacun choisit ce qui lui ressemble, ou ressemble à ses convictions, ou à son... voilà, donc, moi, je n'ai pas rougi d'être le syndicaliste de mes confrères qu'on a. Et puis, je dis... Je parle de TikTok, parce qu'il n'y a pas que la sanction sur l'organe. Non, non. Je parle de TikTok. Et puis, il y a des sites d'information. Où la RAC a parlé de situations irrégulières vis-à-vis de l'institution de régulation des médias. Ça aussi, c'est un site. Et il faut qu'on clarifie les concepts. J'ai dit que vous avez créé vos réseaux sociaux, votre réseau social, vous faites du contenu. Ça fait de vous un organe de presse. Tous les jours, on lit des choses, on lit des informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait de ces trucs-là des médias? Et la question est là. Maintenant, si on tranche ces genres de questions, bon, il n'y a pas de souci, on se range. Il y a une question technique ou professionnelle, si vous voulez, sur ce pan-là que je voudrais relever. Lorsque vous produisez de l'information, vous avez votre TikTok, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, et que vous produisez de l'information, vous tombez dans le cadrage réglementaire de la gestion publique. De quoi parler? D'abord, c'est votre temps de parole. Hein. Si vous voulez. Si vous avez. Oui, je ne comprends pas de quoi il parle. Le temps nécessaire. Si vous avez votre TikTok et que vous vendez des chaussures, des tissus, personne, ça n'intéresse personne, ça intéresse votre clientèle. Mais lorsque vous produisez de l'information, écoutez, il y a des gens qui produisent des informations qui font pire que les sites. Non, d'abord, quand vous appelez production d'information, je ne veux pas savoir qui fait pire que qui. Mais ce que je sais, techniquement, lorsque vous produisez de l'information, vous rentrez dans le moule de la régulation. Il n'y a rien à faire. Non, qu'est-ce qu'on appelle production d'information? Il faut qu'on s'entende, il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Si vous venez sur votre site... Je vais vous donner un exemple, je vais vous éclairer. Si vous venez sur votre page... Permettez qu'il vous éclaire. Je vais vous éclairer. Ce que fait par exemple Madame Actu, pour ne pas... ça c'est de la stigmatisation. Pour ne pas stigmatiser. Oui, c'est la stigmatisation. Vous voulez un exemple, vous voulez de l'éclairage. Oui, je prends un cas. Mon pari alors sans nommer, dit Stella Mousso. Oui, c'est de la stigmatisation. J'ai parlé 3 fois de TikTok. Oui, il veut stigmatiser la dame pour justifier ce qui a été fait. Je préfère le syndicaliste que l'avocat du diable. J'ai parlé plusieurs fois de TikTok sans citer. Et vous me dites
je dois apporter de l'éclairage. Je vous apporte de l'éclairage en prenant un exemple précis, connu de tout le monde, et vous en... Allez-y, on vous écoute, Pastel. Alors donc, je prends ce cas par exemple. Il y a de la production de l'information qui ne saurait s'écarter, n'est-ce pas, du moule de la réglementation. Écoutez, vous savez, la liberté d'expression telle que galvaudée ici et là doit pouvoir nous rappeler, en fonction des contextes, et ce qu'on a appelé dans ce pays, enfin pas dans ce pays, en Afrique, la radio mille collines. Voyez-vous, est-ce qu'un État sérieux, une république, une cité qui est structurée par des lois, organisée par des lois, va laisser tout le monde faire tout à tort et à travers? Je crois que non. Maintenant, si nous ne voulons pas de la hack, si nous voulons gommer la hack des institutions de la République, ça c'est encore une autre démarche. Mais on dit, pour exercer ce métier, il faut la reconnaissance de l'institution hack. Là, si vous ne voulez pas, personne ne vous oblige à aller chercher votre carte de presse. Mais vous comprenez mieux, personne ne vous oblige à aller chercher votre la production d'informations. Non, je l'ai bien compris. Les créateurs de contenu. Voilà. Oui. Ok. Je préfère créateur de contenu parce que il s'occupe de l'information. Un journaliste ne fabrique pas l'information, il ne produit pas de l'information. Je ne comprends pas. On confond l'organe, le journaliste, l'activiste, comment vous dites, influenceur et tout. On met tout ensemble aujourd'hui au Bénin. Et il n'y a pas. Aujourd'hui, on a une sorte de juge moral. On a dit, si quelqu'un se sent, comment appelle-t-on, floué, je ne sais pas, attaqué, diffamé, il s'adresse à la justice. C'est tout simple. Mais on ne va pas inventer des réglementations qui n'existent pas. Vous avez tous les jours, quand vous visitez les réseaux sociaux, tous les jours, vous avez des... Qu'est-ce que la 7e mandature de la RAC a inventé? Vous permettez qu'il finisse, Bissell, s'il vous plaît. Non, c'est l'avocat. C'est l'avocat. Allez-y. Il y a le syndicaliste comme l'avocat. Je dis, je préfère l'avocat d'un confrère que d'être l'avocat du diable. Oui, ce que je vais vous dire. Oui. Tous les jours que vous... je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, comment on appelle-t-on, TikTok, WhatsApp, tout. Il y a des flots d'informations que vous recevez tous les jours sans que ceux qui les livrent ne soient catalogués comme des journalistes, des organes de presse qui doivent passer par la RAC et tout. Oui, parce que celle-ci, elle est stigmatisée, elle a été identifiée comme gênante et toc, on lui tape dessus. Mais ceux-ci sont oui, son nom est sorti incidemment. C'est parce que tout le monde sait très bien que il fallait justifier la sanction qui est tombée sur elle. Ils sont journalistes, parce qu'ils sont journalistes, ils n'ont pas droit à faire animer aussi les réseaux sociaux. Il y avait des gens qu'on a payés à coups de millions pour venir parler du Bénin, qu'on appelle influenceurs, qui créent des contenus, qu'on peut appeler information, tout ce qu'on veut, mais qui existent aussi sur les réseaux sociaux, mais à qui on n'applique pas une réglementation. Les influenceurs qu'on amène d'ici pour parler du Bénin, enfin, etc. Ils ont reçu des agréments au niveau de la RAC. Non, mais la RAC avait... Est-ce qu'ils ont reçu des agréments au niveau de la RAC? En quoi ils sont différents? Parce qu'ils animent aussi leur page et tout. En quoi ils sont différents de la pauvre dame qui met peut-être, qui fait même la revue de presse? Ça veut dire que des fois même, c'est pas qu'elle amène des informations. Elle relaie des informations qui ont été publiées dans des journaux classiques, qui est une sorte de contenu pour vous, parce qu'ils sont créateurs de contenu. Si des plaintes viennent à la RAC devra se taire. Non, je dis si quelqu'un a offensé. Mais c'est ce qui est dit. Je vous en prie, il y a les tribunaux. Ne dites pas que les journalistes ou bien... Brice, tu vas te retrouver sous le manteau d'avocat du diable tout de suite. Il ne faut pas poser ce genre de questions. Moi, je lui laisse. Quand il finit... Dès qu'il finit... Il faut finir, Rémi Choubali. Dès qu'il finit, il dit qu'il a fini. Il faut finir. Ça va être deux fois que je vous redonne la parole. Moi, vous savez, je n'ai pas à rendre compte à quelqu'un sur le temps d'antenne que j'occupe. Je n'ai pas à me plaindre que quelqu'un a parlé plus que moi. Il n'y a pas de souci. S'il veut parler, laissez-lui la parole. Non, allez. Si on veut faire un débat d'adulte, on fait un débat d'adulte. On va perdre du temps, allez-y. Mais maintenant, si on veut faire les blagues et tout, bon... Allez-y, je vous repose la question. Donc, vous voulez que la RAC se taise sur les plaintes qui viennent à elle par rapport à ces comptes TikTok, à ces sites d'information? La RAC n'est pas une juridiction des pairs, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des politiciens. Ils n'ont pas à juger un journaliste. Si la loi est claire, si un journaliste... Il y a des infractions de presse qui sont connues par les tribunaux.
Je crois même dans la campagne du président Talon, il disait ça, que désormais il faut que les journalistes s'il y a des plaintes contre eux, qu'on s'adresse à la justice dans son programme d'action et tout, c'est ce qu'il disait pendant la campagne. Donc on ne peut pas comprendre qu'après on parle d'avoir des détours pour condamner des gens, pour suspendre sans délai, des suspensions qui deviennent suspensions définitives. Et à la suite, voilà, c'est des confrères qui perdent leur job, qui perdent ou les médias. Et puis, je dis souvent quelque chose, hein, c'est-à-dire la perte d'un média, ce n'est pas une sanction pour les journalistes. Je crois que les confrères peuvent se convertir à autre chose, ils peuvent aller enseigner, ils peuvent aller faire du commerce, ou quitter le pays et tout. Mais c'est la démocratie qui est en danger, qui perd tous les jours. On peut citer des organes qui sont perdus à jamais, enfin, je ne sais pas, qui sont perdus pour longtemps encore, depuis que le régime est là. C'est ça la question fondamentale. Même si le média enfreint la loi, même si... Non mais la loi, je dis, il y a les tribunaux. Il y a les tribunaux qui sont là pour... Même la juridiction... Nous avons une juridiction de paix qui est l'ODEM. Nous avons une juridiction de paix. Et n'oubliez pas qu'une infraction déontologique n'est pas une infraction criminelle. Si vous enfreignez à la déontologie, ça ne veut pas dire que vous avez tué un homme. Et que vous devez perdre votre job, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Lorsque vous affirmez qu'il y avez avait... vu, oui, parce que le temps... Écoutez, les auditeurs... Allez-y, on va passer sur la question. Auditeurs nous suivent. Regardez le temps que vous... Vous êtes devenu avocat Lorsqu'on dit, par exemple... Non, si vous installez la chienlit sur le plateau, on va le faire. Lorsqu'on dit, par exemple... Personne n'a le monopole de la voyoucratie. On a connu tous les mêmes parcours et tout. On se connaît très bien. Si on veut mettre... Je crois que... Attendez, si on veut mettre la chienlit sur le plateau, on va y aller. Je crois que si vous voulez que les États nous écoutent, un à un, ils vont nous écouter. Si quelqu'un va se... Non, attendez, je l'ai laissé m'interrompre 3 fois. Donc vous avez eu suffisamment de temps. Non, mais je ne parle pas de temps de parole. Je peux venir ici, le regarder, parler tout le temps. Moi, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, je n'ai pas de revendication. Moi, j'ai des comptes à rendre et je n'ai pas envie de faire ça. Oui, moi, ça ne me gêne pas. Et donc, ce n'est pas pour ça que vous allez traiter votre vis-à-vis tel que vous êtes. Traiter comment? Sur le mot que vous avez dit que tout le monde peut faire de la voyoucratie. S'il vous plaît. Ce mot, par exemple, c'est chez vous allez l'apprendre. Oui, moi, à vos enfants. Ce mot, c'est chez vous et à vos enfants. Tout à fait. Je peux faire la voyoucratie. Comme tout le monde, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Actu et débat. Voilà. On va baisser la tension, cette bonne guerre. Hein. On va baisser la tension maintenant pour passer à un autre sujet. Le gouvernement du Bénin a adopté lors du dernier Conseil des ministres un décret portant sur l'organisation du travail des personnes détenues. La décision s'inscrit dans le cadre de la mise en application de l'obligation du travail prévue par le Code de procédure pénale en vigueur au Bénin. Nous écoutons Wilfried Léandre Rungbeji. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. Voilà, Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement. Arémi Choubadé, comment avez-vous accueilli cette décision, ce décret qui vise à traduire dans la réalité, je cite, la vocation corrective de l'emprisonnement? Non, c'est une décision normative qui rentre dans le cadre de la gestion des prisons ou des personnes incarcérées. Ce qui serait intéressant, c'est d'écouter
les principaux concernés sur le sujet. Il y avait eu beaucoup de dysfonctionnements qui ont été à plusieurs fois répétés. Je me souviens de ONG Diaspora, d'un compatriote vivant à l'étranger. Je crois qu'il a déjà fait un travail sur les milieux de détention au Bénin, qui avait déjà parlé de ces événements-là. Je me demande si c'est pour corriger que cette décision a été prise. Pour corriger quoi? Oui, le dysfonctionnement qui entourait la vie des personnes détenues, des prisonniers en général. Vous comprenez? Donc, bon, enfin, maintenant, si c'est une mesure normative qui vient pour réguler le milieu, les milieux carcéraux, comme vous avez dit. Bon, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de réécouter les intéressés pour savoir si les mesures qui ont été prises correspondent à... Les prisonniers. Oui, les prisonniers. Si ça correspond à ce qu'ils ont toujours réclamé depuis des années sans avoir gain de cause. Maintenant, si ils sont satisfaits. Enfin. Mais ça va correspondre forcément, non? Puisque ça les sort de leur oisiveté. Non, mais vous savez que dans la foulée, on a exploré des mécanismes de visite aux prisonniers, de ceci, de cela, un peu pour corser davantage, parce qu'il y avait eu des problèmes où des gens on voulait mettre. Parce qu'il y a des problèmes. Vous avez suivi les procès en cours où les détenus se plaignent d'être maltraités, et de ne pas pouvoir bénéficier de tous leurs droits, etc. Et dans la foulée... ça, c'est un autre débat. Non, c'est dans la même foulée qu'on a sorti les mêmes décisions. Dans les décisions sur... Alors, donc, peut-être qu'on a tout mis ensemble un peu pour... oui, donc c'est pour ça que je dis, ceux qui peuvent apprécier le bien fondé de cette opération, c'est ceux qui ont toujours réclamé que les choses changent. Ceux que ça touche directement. Oui, tous ceux que ça touche directement, c'est intéressant de les écouter. Comme ça, on saura si, bon, enfin, le problème a été réglé dans son entièreté et qu'on n'a pas profité d'une situation, bon, parfait, pour régulariser ce qui était, et on a profité pour trouver un mécanisme pour restreindre les droits de visite, tout ce qu'on a vu, on a lu. Vous, personnellement, vous appréciez la décision? C'est nouveau quand même. Je ne suis pas un prisonnier. Je vous dis que les plus pertinents... du dehors. Je ne suis pas encore un prisonnier. Je rectifie. Tous des prisonniers en je rectifie. C'est ça que je rectifie, vous dites que je ne suis pas encore un prisonnier. Pas encore. Voilà. Donc, je ne souhaite pas que... Vous savez, au Bénin aujourd'hui, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans des situations que vous n'avez même pas imaginées au préalable. Donc c'est pour vous dire que ce serait intéressant que les concernés réagissent par rapport à ces mesures. D'accord. Dissel Amoussou. J'étais dans le débat. Le gouvernement cherche à instaurer un cadre beaucoup plus structuré pour le travail en prison. Oui, c'est un pas précieux vers la sociabilisation de l'environnement carcéral dans notre pays, en attendant de faire celui vers l'humanisation de cet environnement-là. Vous savez, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et la punition, les condamnations n'ont pas pour essence de tuer ou de détruire, n'est-ce pas, la vie des personnes condamnées. Il y a un caractère pédagogique et de récupération qui conviendrait de lire à travers les différentes condamnations. Et donc, le gouvernement vient de faire ce pas-là. Et nous devons en faire d'autres. Car aujourd'hui, on parle globalement de prison au Bénin. En Afrique, par endroit, on parle de prison. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens car en réalité, les personnes qui sont en détention provisoire, qui se retrouvent dans nos prisons, n'ont pas leur place dans nos prisons. N'ont pas leur place dans ce que nous appelons prison. Lorsque vous êtes en détention provisoire et que vous avez un dossier en instruction, ou que vous n'avez pas une condamnation qui dépasse 2 ans, vous allez dans une maison d'arrêt. Vous n'allez pas dans une maison carcérale, qu'on appelle prison, vulgairement. Donc il faut pouvoir sérier et faire le distinguo entre, n'est-ce pas, la catégorie de personnes
qui doivent aller dans les maisons d'arrêt et la catégorie de personnes condamnées, n'est-ce pas, dont les peines dépassent 2 ans, qui doivent aller dans des maisons carcérales. Il va falloir faire donc ce travail-là pour que déjà, au plan moral, lorsque, par exemple, vous allez vous retrouver là-bas 3 mois et que vous ressortez, dans votre environnement, il est allé en prison. Mais si vous êtes acquitté, il est allé en prison. Ça ne devrait pas être cette étiquette-là qu'il faut coller aux gens. Parce qu'il y a comme principe ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Avant donc le jugement ou une décision de justice. Et donc l'État doit aussi regarder à ce niveau-là. L'autre chose que je voudrais suggérer, c'est la formation, n'est-ce pas, de pénitenciers. Aujourd'hui, c'est la police républicaine qui régente tout dans nos prisons, alors qu'ailleurs, en principe, c'est des personnes, c'est des civils. Des profils adaptés. Qui ont reçu cette formation-là, n'est-ce pas, d'agents pénitentiaires. Et qui les aident dans la règle de l'art. L'État devra, de mon point de vue, regarder aussi de ce niveau-là, en attendant donc l'humanisation. Je parle de l'humanisation du milieu carcéral chez nous, parce que ce qui s'y passe est plus que dramatique. Ça suppose qu'au sortir des prisons, on aura, au terme du séjour carcéral, des individus de type nouveau, Arimé. Non, on parle des prisonniers. Et non, enfin, parce que j'entends agents pénitentiaires, bon, enfin, pour la réforme. Ils souhaitent que les agents pénitentiaires soient suffisamment formés. Oui, c'était pour un peu clarifier les choses, c'est-à-dire, ici, bon, enfin. Est-ce que cela suppose qu'au sortir du séjour carcéral. Ici, par exemple, la réglementation qui a été sortie, c'est par rapport au travail des détenus. Qu'ils soient déjà condamnés ou en attente d'être condamnés, leur réinsertion sociale. C'est des programmes qui ont existé depuis longtemps, depuis toujours. On s'est toujours dit que au sorti de la prison, il faudrait quand même que celui qui a fait un séjour là-bas puisse mettre à profit pour apprendre quelque chose, ou peut-être s'il avait des projets qui peut toujours développer tout en étant dans les liens de la prévention, enfin pas dans les liens de la justice, et qu'il puisse mettre en exergue, et puis à sa sortie, qu'il puisse se réinsérer, puis qu'il ne devienne pas quelqu'un qui est perdu à vie et qui n'arrive pas à s'insérer, et que 2 ou 3 temps après, il se retrouve encore en détention. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été les politiques. Et donc, je crois que beaucoup de spécialistes ont travaillé. Mais c'est mis en route maintenant? Ah non, pas forcément maintenant, depuis toujours. Moi, j'ai vu des gens en prison qui ont des petits trucs qu'ils font, même c'est du bricolage. C'est isolé, c'est des actions isolées. C'est des actions isolées. C'est ça que je vous dis, la réinsertion des anciens détenus a toujours été évoquée. Maintenant, les mécanismes qui ont été mis en place pour y arriver, parce que déjà, on n'arrive même pas au départ, on n'arrivait même pas à les nourrir correctement, on n'arrivait pas à leur trouver quand même des cadres décents pour vivre. Il y a une surpopulation, il faut gérer le quotidien avant de penser maintenant. Est-ce que ça ne pourrait pas donner des idées à ceux qui sont dehors, citoyens simples, et qui n'ont pas les moyens d'apprendre un métier, les indigents? Je me suis retrouvé là-bas. C'est possible, non? Ça va être curieux, parce que là, moi, je préfère ma liberté, même dans l'indigence, que d'aller me retrouver en prison. Non, ça veut dire que ceux-là ne connaissent pas la prison, enfin, les prisons dans nos, les maisons carcérales chez nous au Bénin, ça veut dire que c'est des personnes qui ne connaissent pas. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes sur Actu Débat, sur Radio Cotonou.
Une force unifiée sur le continent maintenant, une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, de Burkina Faso et du Mali va voir le jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihadistes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre nigérien de la Défense. Une mesure attendue, disait Lamoussou, on pourrait dire, quand on scrute un peu les griefs de ces pays contre la CEDEAO, il accusait l'institution, il continue de l'accuser, l'institution d'être inefficace face à leurs défis sécuritaires. On pourrait dire que c'est une mesure attendue? C'est une mesure qui devrait être une mesure d'intégration pour autant pour le Sahel que pour l'ensemble de la sous-région. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois sur ce plateau que les armées de la sous-région s'étaient déjà retrouvées pour instituer un creuset de coproduction de renseignements. Et je vous ai dit qu'il y a à Abuja, n'est-ce pas, une base pour cette structure-là. Est-ce qu'elle est toujours fonctionnelle? Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau que le Bénin avait souhaité amener des démarches vis-à-vis du Burkina Faso et du Niger pour la coproduction de la force et des renseignements pour combattre, n'est-ce pas, la symétrie djihadiste. Je vous avais dit déjà que nous ne pouvons pas mener cette guerre-là en autarcie. Mais ils se retrouvent entre eux, entre AES là. Oui, l'effet que ça aura, c'est quoi? Ils vont pas vaincre le terrorisme, ils vont pas tuer tous les djihadistes. Ils vont les pousser justement vers les autres pays où les terroristes iront chercher oasis. Et les autres pays vont faire quoi? Et donc ils vont s'éparpiller et ils iront beaucoup plus là où il n'était pas. On va vers une situation beaucoup plus grave concernant le terrorisme. Justement, c'est pour cela qu'il faudra demander à nos frères de l'AES, n'est-ce pas, de réfléchir à l'intégration des autres forces, à ce mécanisme. Ils peuvent garder le lead. Ils devront réfléchir à l'intégration des autres forces. Oui, c'est eux qui prennent l'initiative. C'est eux qui... Ben, les autres forces n'ont qu'à les rejoindre, dit-il à Moussou. Je vais prendre l'avis Qu'est-ce que vous appelez rejoindre? Je vais prendre l'avis de Harim Choubade. Est-ce que vous pensez que c'est un... Faudrait pas qu'il revienne encore m'interrompre. Est-ce que c'est un coup politique ou un véritable pas de franchi dans le partenariat? Enfin, ils ont déjà unifié. Ils sont déjà en alliance, ils ont déjà beaucoup de structures en commun. Et on a vu à plusieurs reprises des forces burkinabè aller épauler comment vous appelez, leurs collègues du Niger ou du Mali dans certaines opérations. On a parlé de la zone des 3 frontières où ils ont coordonné à plusieurs reprises leurs forces. Donc il ne manquait que ça. Il ne manquait que ça. Donc en principe, ils vont mettre beaucoup d'autres choses en commun. Leur gros problème aujourd'hui sont des problèmes sécuritaires. Et ils doivent pouvoir mutualiser les informations, les renseignements, les opérations sur le terrain. On l'a vu même au nord du Mali, à Tizawaten, lorsqu'il y avait eu l'armée malienne était tombée dans une embuscade. On a vu des forces venues du Burkina pour aller épauler le reste, pour venir en renfort. Donc c'est pas nouveau. Je suppose. Et puis même dans la sous-région, au niveau de la CEDEAO, parce que on parle souvent de l'initiative d'Accra, alors qu'on aurait pu nous dire ce qui s'est passé avec ECOMOG et ce qu'il est devenu. On a vu ECOMOG aller intervenir en Sierra Leone, au Libéria, pour aller pacifier, pour arrêter des guerres civiles dans ces pays-là, qui ont retrouvé la paix depuis lors. Ça, c'est l'œuvre de l'ECOMOG qu'on attribuait à la CEDEAO à l'époque, quand bien même l'OSATU était constitué essentiellement de forces et de moyens de l'armée nigériane. On a quand même trouvé une formule, mais depuis, on ne parle même plus de l'ECOMOG. Dès qu'il y a eu des problèmes dans les pays francophones, c'est l'armée française qui intervient directement, aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger et un peu partout. Et on ne parle plus de ce qui a été fait dans le passé. Maintenant, on parle d'une nouvelle initiative. C'est maintenant que la sécurité collective... Qu'est-ce qui va changer selon vous avec cette force unifiée?
Non, je vous dis, ça ne tient pas grand-chose. Ils étaient déjà... Mais la Moussou pense que on va vers le véritable mal avec le terrorisme. Parce qu'ils vont contribuer à repousser les terroristes vers d'autres pays. Je parle de l'AES. Pour l'AES, actuellement, ils ont même déposé une plainte au niveau de l'ONU contre la France pour terrorisme. Pour l'AES, le terrorisme n'a pas d'autre nom. Le nom qu'ils connaissent, c'est la France. Mais nous, au Bénin, nous avons dit, nous allons nous faire aider par l'armée française. Donc, le dialogue est déjà rompu. Ils ne viendront pas discuter avec les Béninois. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais ça, c'est leur conception. Ils ne peuvent pas dire, si nous partons des informations avec les Béninois, les Français seront au courant et ça menace notre sécurité. C'est simple. Maintenant, le Bénin a fait son option. Et c'est à nous de savoir si c'est la meilleure ou c'est la mauvaise. Mais eux, je ne sais pas comment nous allons pouvoir nous entendre si, étant donné qu'eux, ils ont chassé l'armée française, ils ont même dit avoir remis les preuves que c'est l'armée française qui finance le terrorisme, non seulement chez eux, mais ailleurs. Et que nous, on dit non, on a notre confiance, on fait confiance à cette armée, on collabore avec elle, etc. Ce qui est de notre droit, bien entendu. C'est une option que nous avons faite. Donc, nous sommes dans deux options totalement différentes et antagonistes. On ne peut pas dire dans ces conditions qu'on puisse travailler ensemble. C'est impossible. Ce n'est pas la faute des gens de l'AES, ce n'est pas la faute de nous non plus, parce que chacun a son vécu par rapport à ce phénomène. Et donc, je ne sais pas, peut-être si j'entends vous dire, bon, écoutez, l'AES accepte de collaborer avec l'armée française, il n'y a pas de souci, ils reviendront vers nous pour qu'on s'entende. Si nous rejoignons leur vision du terrorisme pour dire non, on ne veut plus collaborer avec les Françaises, naturellement, on se retrouve avec eux. Mais tant qu'on n'a pas réglé ces préalables-là, le Bénin peut dire, j'ai demandé de coopérer, de produire du renseignement, de sécuriser les frontières ensemble. Mais c'est clair que nous n'avons pas la même vision sur le phénomène. Et voilà. Dissela Moussou a envie de réagir. Il a fini. Non, je suis prêt à vous écouter. Je suis prêt à vous écouter. Allez-y. Vous avez eu la parole, non? Dissela Moussou. Nous allons poursuivre, puisque Dissela Moussou n'a envie de rien dire par rapport à Rémi Choubalé. Le temps nous presse en studio. On va dire quand même un mot sur le nouveau président américain qui a fait son retour à la Maison-Blanche après avoir promis lors de son discours d'investiture au Capitole que l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. État d'urgence à la frontière avec le Mexique grâce pour les assaillants du Capitole, le retrait de l'accord de Paris et de l'OMS, retour de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme et j'en passe. À peine investi, Donald Trump a signé une myriade de décrets. C'est clair que Donald Trump veut inverser au plus vite les politiques de l'administration précédente, d'essayer et mettre en œuvre ses promesses de campagne. Oui, c'est la force, la victoire de l'argent. C'est la victoire des gros hommes d'affaires. C'est la victoire des plus riches du monde. Et donc, ils feront de ce pouvoir ce qu'ils voudront. Ils feront du business, ils vont regarder un peu les politiques publiques, ils vont les arranger, ils vont les mettre. Moi, je n'attends rien de grand, n'est-ce pas, de cette relation-là. Et ma posture s'est installée depuis que ailleurs, on commence par nous proposer d'autres choses, notamment en Chine. Et aujourd'hui, que ce soit la France ou les États-Unis, quand ils veulent regarder l'Afrique, ils regardent ce que propose la Chine. Et j'ai dit que c'est déjà une variante qui permet aux pays africains d'aller au combat, au front, pour asseoir leur souveraineté. Leur souveraineté économique, souveraineté de développement, de production, de pouvoir vivre, vivre dans un environnement qui vont se créer et se construire en refusant, n'est-ce pas, en cessant de prendre les autres comme des messies et de toujours tendre la main. Et comme le disait un ancien chef d'État béninois, notamment le président Émile Darlanzissou, cesser d'être les présidents prostitués d'un peuple à genoux ou de peuple à genoux. Voyez-vous, et asseoir, n'est-ce pas, les socles de développement, et que ce soit économique, que ce soit éducatif pour la formation de leurs enfants, que ce soit la production des vivres et de la matière première, et pouvoir apporter quelque chose
au Conseil des Nations. Donc c'est le point de vue. Alors si certains décrets sont déjà en vigueur à Rémy, d'autres se heurtent à des obstacles juridiques tels à l'image du droit du sol. Non, qui est inscrit dans la Constitution américaine. Non, Trump est dans le prolongement de la campagne électorale. Il a fait des promesses, il a mis en scène... Des promesses qu'il est en train de tenir. Voilà, non, enfin, il a mis en scène sa prise de pouvoir. Et il a dit, le premier jour, je vais signer ci, je vais signer ça. C'est ce qu'il a annoncé pendant la campagne. Et donc, il a organisé une séance... Il a acté. Il a organisé une séance de signature de décrets. Les décrets, on peut les signer. Hein. Il peut même les avoir déjà signés depuis avant même de venir. Et pour les caméras, on n'a pas besoin de venir devant la caméra pour signer un document. Et donc, il a mis en scène sa prise de pouvoir. Il a promis, on l'a entendu pendant la campagne, il a même dit, je vais arrêter la guerre en Irak en une journée. Donc, il avait déjà annoncé le scénario de la mise en scène de cette journée-là. Et qu'il a déjà fait, il a signé, je sais qu'il a... Mise en scène de prise de pouvoir au début de mandat chargé de symboles. Oui, ça dit que, les symboles, il a fait des promesses, il fait les symboles, c'est pour dire, moi je promets, je fais. Maintenant, si les décrets après, dans la mise en application, posent problème, et puis, bon, vous avez vu par exemple au Mexique, la lutte contre l'immigration, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites sous l'ancien régime, où on a refoulé beaucoup de gens, on a même fait le mur de séparation, on a renforcé, et bon, donc maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Mais lui, il vient avec force, dit oui, je vais, et puis on peut dire que dès le premier jour, il a fait. Mais après, comme vous le dites, on attend comment on appelle, les retours de toutes ces mesures-là. Mais il aura fait quand même. Il aura fait quand même, il aura tenu sa promesse. Tout ce qu'il a dit qu'il va faire, il est en train de faire en une journée. Parce que c'est le temps de grâce, c'est cette journée-là. Je suis sûr que dès le lendemain, les contre-coups commencent, les autres réagissent. Et l'être humain est comme ça. Dès qu'il est en danger, il arrive à se réorganiser autrement. Et dans quelques jours, il va rentrer dans l'effectivité des problèmes. Mais il aurait quand même tenu sa promesse de dire le premier jour. Donc je crois qu'il a mis en scène. Il y a vous savez, non, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et dès le premier jour, parce que est-ce qu'un chef d'État a besoin de caméras pour signer des décrets? Il en a signé des dizaines, des centaines, voire des centaines. Il paraît qu'il continue d'en signer. Donc bon, il faudrait dire que c'était déjà préparé à l'avance. Et il ne lui reste qu'à mettre sa signature pour montrer à son camp. Parce qu'au fait, à un moment donné, bon, il sait très bien ce qui a fait qu'il a gagné. Il a gagné parce qu'il a donné confiance aux Américains. Il a dit, nous allons retourner à nos valeurs traditionnelles. Nous allons cesser avec... Donc il faut davantage leur donner confiance. Oui, nous allons cesser avec... Oui, c'est vrai qu'on pourrait le taxer de milliardaire qui veut faire le jeu du pouvoir d'argent et tout cela. Mais lui dit non, je veux revenir à la tradition de la famille américaine, à nos valeurs. L'homosexualité, le transgenre, et désormais il n'y a que 2 sexes. Ça, c'est des mesures fortes qui renforcent son image de quelqu'un qui respecte ses promesses de campagne et tout ça. Mais il y a des droits acquis. Il y a des gens qui existent déjà qui ont des sexes mitigés, et qui sont ni hommes ni femmes, qui sont déjà là, qui existent. On va les prendre pour aller les assassiner ou bien les tuer. Il faut quand même tenir compte de tout ça. Et peut-être qu'ils ne donnent plus de nouvelles autorisations pour ces genres de manipulation. Mais ça reste... Et puis il dit, on n'ira plus faire des guerres, on veut rester chez nous, on va développer notre pays, on va renforcer la puissance, la super puissance américaine, etc. Bon, donc, oui, il ne faut pas... En tout cas, ce premier jour, ça a été une scène, une mise en scène, un spectacle, mais le reste, ça vient. Le reste, ça vient, et on attend. Ce sera votre mot de la fin, Distel Amoussou. Bonsoir aux amis auditeurs. Bonsoir, chers amis auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci également aux invités Distel Amoussou et Arimé Choubadé. Ce fut un plaisir en votre compagnie.